Maintenant, je vais passer la parole à Denise Houphouët-Boigny. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Vous êtes également docteur en sciences. Vous avez été secrétaire général du Centre de recherche et d'action pour la paix. Et ce qui n'est pas le moins important, vous êtes également mère de 4 enfants. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir associé à l'édition 2017 des Semaines sociales de France. Je remercie en particulier le père Denis Maugenet et monsieur Michel Candessu, ici présents, qui m'ont choisi pour faire entendre la voix de l'Afrique à cet important forum. J'exprime enfin ma gratitude à madame Dominique Quignot, qui est la première femme à présider les Semaines sociales de France depuis le début de leur existence. Mesdames et messieurs, l'Europe et l'Afrique ont une histoire commune. Leurs relations demeurent encore importantes aujourd'hui, même si elles ont connu une évolution. Avant d'évoquer la situation actuelle des liens qui unissent l'Europe et l'Afrique, il est important de parler de l'Afrique. Qu'est-ce que je dirais à propos de l'Afrique? Selon l'historienne Catherine Cockry-Vidrovitch, l'Afrique a la plus vieille histoire du monde et les Européens ne l'ont pas découverte. Ce qu'ils ont découvert plus tard que les autres et ce dont ils ont construit l'idée, c'est leur Afrique. L'Afrique noire a eu ses premiers contacts avec les Européens seulement au XVe siècle, lorsque fut franchi le cap de Bonne-Espérance à l'extrême sud de l'Afrique par les Portugais. À partir du XVIe siècle, des écrits européens la décrivirent et la constituèrent de leur propre point de vue. Marchands, missionnaires, explorateurs, voyageurs et trafiquants d'esclaves ont élaboré leur propre idée de l'Afrique. En effet, les Européens ont établi en Afrique des comptoirs concurrents de la traite orientale qui avaient déjà commencé au 7e siècle, d'abord pour commercer et ensuite pour faire la traite des Noirs, à l'origine de la diaspora noire que nous connaissons. La traite a duré plus de 450 ans. L'esclavage a duré de 1500 à 1888. Les Européens ont été aidés dans cette entreprise par des dirigeants ou dominants africains. Il faut avoir le courage de le dire. Au XIXe siècle, après l'abolition de l'esclavage, les États européens s'installèrent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. De 1870 à 1880, l'exploration de l'Afrique progressa et les Européens y découvrirent les richesses intéressantes pour leurs économies. La période coloniale en Afrique commença avec la conférence de Berlin qui se tint de novembre 1884 à février 1885 à l'initiative de Bismarck afin de régler des problèmes commerciaux. Elle organisa le partage de l'Afrique entre les puissances européennes prises individuellement et constitua l'acte fondateur actuel des États africains. Il faut ajouter que les Africains, dans le cadre de la colonisation, ont participé activement aux 2 guerres mondiales aux côtés des Européens. On signale par exemple que 200 000 soldats ont été recrutés en Afrique occidentale française pour participer à la Première Guerre mondiale. La période coloniale s'étend donc de 1885 aux années 1960, qui sont celles des indépendances africaines. L'indépendance des pays africains est donc relativement récente. Les frontières issues des compromis entre les Européens et dont l'Afrique a hérité sont fondées sur le principe de compensation territoriale. La colonisation a donc façonné l'espace africain en ignorant souvent les populations africaines, ce qui peut expliquer certains conflits actuels.
L'Afrique d'aujourd'hui est un grand continent de 30 millions de kilomètres carrés et composé de 54 États. Ces États sont très variés en considérant leurs paysages, leur population, leurs langues, leurs histoires individuelles. Cette Afrique d'aujourd'hui a des défis à relever. Quels sont ces défis? L'Afrique subsaharienne a une population de 986 971 habitants en 2016 et 38,4% de cette population vit avec moins de 1,9 $ américains par jour, selon l'UNESCO. Ceci est contradictoire avec le fait que le continent africain affiche une croissance moyenne de 5,5% depuis une décennie. Le premier défi que les Africains doivent relever est donc celui de la lutte contre la pauvreté des populations. Le tiers des réserves de matières premières, hydrocarbures, diamants, or, uranium, cuivre, cobalt de la planète se trouve en Afrique, qui dispose d'un potentiel de ressources du sous-sol encore largement inexploité. Le sous-sol africain recèle 30% des réserves minières mondiales, si bien que l'on parle de scandale géologique en évoquant celui de certains pays africains. Cette situation n'empêche pas la persistance de la pauvreté et le sous-développement des pays censés détenir ces richesses. Les conflits politiques sont exacerbés par les fruits des activités extractives pour l'accès à la rente, mais aussi en raison de la valeur stratégique de certains minerais, et les États africains en sont fragilisés. De plus, l'extraction minière et pétrolière est dominée par des multinationales qui bien souvent font peu cas de leurs responsabilités sociétales et environnementales, sans réaction des Africains et avec leur complicité quelquefois. Un deuxième défi que l'Afrique doit relever est celui de l'éducation, car cette dernière réduit la pauvreté et aide à une croissance économique qui ne laisse personne de côté. L'éducation transforme la vie des populations. Selon l'UNESCO, en 2016, le taux d'achèvement des études primaires en Afrique subsaharienne est de 55%. La Banque africaine de développement, la BAD, indique que le pourcentage d'adultes analphabètes en Afrique en 2016 est de 32%. L'espérance de vie y est de 61,5 ans et le taux de mortalité infantile y est de 75,5 pour 1000. Ainsi, après l'éducation, celui de la santé est un défi important à relever en raison de son impact sur la longévité, la productivité et le développement. La question de la santé est aussi liée à la recherche scientifique qui permettra d'éradiquer des maladies telles que le paludisme. La recherche scientifique reste faible en Afrique, qui représente en 2014, selon l'UNESCO, 1,4% des parts de publication dans le monde, contre 34% représentés par l'Union européenne. En Afrique, les cultures destinées à l'exportation, arachides, café, cacao, ont été longtemps le grand moteur du développement des campagnes, mais les économies africaines dépendent beaucoup du cours des matières premières, ce qui les fragilise. Les cours du café, du cacao ou du pétrole ne sont pas maîtrisés par les Africains. Les économies africaines sont trop souvent ancrées dans les pratiques d'un modèle d'économie de rente. Elles ne sont pas assez basées sur l'industrialisation et la transformation des matières premières minières ou agricoles. La valeur ajoutée de la transformation profite à d'autres régions du monde. Les cultures de rente l'emportent d'ailleurs et souvent sur les cultures vivrières, d'où le problème de l'alimentation des populations. Des États importent des denrées telles que le riz, pouvant être cultivées sur place. L'Afrique possède des ressources forestières très importantes. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième massif forestier tropical du monde, après l'Amazonie. Cependant, le défrichement des forêts au profit de l'agriculture et de la vente du bois entraîne une réduction de la surface de ces espaces forestiers avec des conséquences dramatiques au niveau du climat. En Afrique, 620 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité sur 1,2 milliard d'habitants en 2015. Il existe donc un déficit énergétique énorme à combler.
La production énergétique en Afrique reste faible. Cependant, encore une fois, le potentiel qui demeure est énorme et reste inexploité. De nombreux pays africains exportent du pétrole brut car leurs capacités de raffinage sont faibles. Le potentiel en énergie renouvelable est très important, mais également inexploité. On peut évoquer le potentiel hydroélectrique avec les grands cours d'eau qui traversent le continent, le potentiel solaire avec le fort degré d'ensoleillement, le potentiel éolien et géothermique, sans oublier la biomasse. Enfin, l'un des défis importants que l'Afrique doit relever est celui de la démocratie, avec ses corollaires que sont les droits de l'homme et la bonne gouvernance. En plus des richesses naturelles, l'Afrique possède d'autres atouts indéniables. Sa culture riche et variée, la relation particulière qu'ont les Africains avec la nature, le respect des anciens, la solidarité, le culte des ancêtres et autres principes philosophiques qui sont une richesse qui pourrait constituer des apports fondamentaux de l'Afrique au monde. Je voudrais, pour illustrer mon propos, citer quelques vers du poète Birago Diop. Ils disent ceci: « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle de nos ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. » Fin de citation. En effet, pour nous Africains, les morts ne sont pas morts. Cette certitude a une influence sur notre conception de la vie. On pourrait remarquer que ces quelques vers de Birago Diop nous rappellent le cantique des créatures de saint François d'Assise et les paroles du pope François dans Laudato Si, paragraphe 84, qui disent ceci: « Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » Fin de citation. L'Afrique baigne dans cette spiritualité, ce qui explique les mots de Benoît XVI qui a dit « L'Afrique est pour l'avenir le réservoir spirituel de l'humanité ». Il existe par ailleurs en Afrique l'esprit ou la philosophie d'Ubuntu. C'est un mot dans la langue bantoue qui, comme le disait Nelson Mandela, est ce sentiment profondément africain d'appartenance à l'humanité grâce à l'humanité des autres. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. C'est le concept fondamental de la philosophie de la réconciliation développée par Desmond Tutu avec l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Enfin, dans la société traditionnelle africaine, il existe l'arbre à palabres qui correspond à un processus de prise de décision. Les discussions en public, en aparté ou à huis clos prennent le temps qu'il faut, des jours, des semaines, voire des mois, pour arriver au consensus. Les décisions importantes se prennent toujours de manière collégiale et par consensus. Sinon, la voix du chef est prépondérante et c'est lui qui emporte la responsabilité. Voilà très rapidement, mesdames et messieurs, une brève présentation de l'Afrique que je vous ai proposée. Comment l'Afrique coopère-t-elle avec l'Europe aujourd'hui? Beaucoup de pays africains pris individuellement ont des relations avec l'Europe de manière bilatérale, c'est-à-dire de pays à pays. Par exemple, selon la Banque africaine de développement, les 5 premiers pays avec lesquels la Côte d'Ivoire, mon pays, a des échanges commerciaux en 2016 sont le Nigeria, la France, les Pays-Bas, les États-Unis et la Chine. On note que parmi ces 5 pays figurent en bonne position la France et les Pays-Bas qui sont en Europe. Il est intéressant de remarquer au passage quelques chiffres indiquant le volume des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire. Avec l'Afrique, 7 218 millions de dollars des États-Unis. Avec les États-Unis, 1 247 millions de dollars. Avec la Chine, 1 058 millions de dollars. Avec l'Union européenne, 6 662 millions de dollars. Avec l'Inde, 855 millions de dollars. Quelques remarques. Après le Nigeria, l'Union européenne dans son ensemble est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire.
La Chine a presque le même volume d'échanges commerciaux que les États-Unis avec la Côte d'Ivoire. Quelles sont les relations de l'Union européenne avec l'Afrique? Dès la signature du traité de Rome en 1957, celui-ci réservait déjà une place à la coopération avec les anciennes colonies, essentiellement celles de la France, de la Belgique, de l'Italie et des Pays-Bas. Cette coopération reposait sur des principes de libre commerce et d'aide au développement. En 2016, plusieurs cadres régissent la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, l'accord de Cotonou avec l'Afrique subsaharienne, le partenariat Euromed avec l'Afrique du Nord et la stratégie commune Afrique-Union européenne. On peut en citer quelques chiffres et aspects chiffrés indiqués par la Commission de l'Union européenne elle-même en 2016. L'Afrique est le principal bénéficiaire de l'aide publique au développement collectif de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Union européenne et de ses 28 États membres. 141 milliards d'euros ont été débloqués en sa faveur entre 2007 et 2013. Entre 2014 et 2020, l'aide publique au développement de la Commission européenne destinée à l'Afrique s'élèvera à plus de 31 milliards d'euros au total. Dans le même temps, environ 40% de l'aide humanitaire de l'Union européenne est consacrée à des projets en Afrique chaque année. Cette aide constitue un soutien aux populations déplacées et une assistance aux victimes de conflits et de catastrophes. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Afrique, sa première source d'importation et sa première destination d'exportation. Enfin, 1/5 de l'ensemble des investissements directs étrangers en Afrique proviennent d'entreprises de l'Union européenne. Concernant la stratégie commune Union européenne-Afrique, il faut signaler qu'à l'image de l'Europe, l'Afrique a fait des efforts d'intégration au plan continental afin de renforcer l'unité et la solidarité entre États. C'est ainsi que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été créée en 1963. Elle a été remplacée par l'Union africaine en 2002, qui regroupe 54 États africains et dont la structuration est inspirée au plan institutionnel de celle de l'Union européenne. L'Union européenne et l'Union africaine se réunissent annuellement dans le cadre d'une stratégie commune depuis 2007. Après le 4e sommet Union africaine-Union européenne, qui s'est tenu en 2014 à Bruxelles et établit une feuille de route pour la période 2014-2017, le 5e sommet Union africaine-Union européenne aura lieu en Côte d'Ivoire les 29 et 30 novembre 2017, c'est-à-dire dans quelques jours. Le thème est le suivant: investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Il s'agira de réfléchir sur l'investissement dans la jeunesse qui est la priorité actuelle du continent africain. Que dire de l'avenir commun de l'Europe et de l'Afrique? Pourquoi l'avenir de l'Europe se trouve-t-il en Afrique? Pour ce qui concerne la démographie, je me permettrai de donner les chiffres de l'ouvrage de Michel Camdessus intitulé « Le monde en 2050 ». Il dit ceci: l'Europe amorce un déclin démographique durable de 738 millions d'habitants en 2015, puis 707 millions en 2050. En 2100, l'Europe aura perdu près d'une centaine de millions d'habitants, sa population tombant à 646 millions d'habitants. Pendant la même période, l'Afrique, peuplée en 2015 de 1,2 milliard d'habitants, aura atteint 4,4 milliards d'habitants en 2100, sur une population mondiale de 11,2 milliards d'habitants. À quelques encablures d'une Europe réduite à 11% de la population mondiale, l'Afrique en représentera autour de 40%. L'auteur ajoute: de la manière dont seront gérés au cours des 35 prochaines années le déclin démographique européen et le doublement de la population africaine dépendra la suite de l'histoire de l'humanité. Fin de citation. La population africaine est jeune de surcroît. En Côte d'Ivoire, par exemple, en 2016,
77% de la population, soit plus de 3 personnes sur 4 à moins de 35 ans. La population européenne, quant à elle, est vieillissante, avec une surreprésentation de plus en plus importante des seniors dans la société et une série de difficultés pour cette raison. Pour ce qui concerne les opportunités économiques, d'après le numéro du journal Le Monde, datant du 9 septembre 2015, l'Afrique a accueilli plus de 128 milliards de dollars d'investissement en 2014, soit plus de 136% par rapport à l'année précédente. En raison de la démographie, les projets d'investissement dans les produits de consommation et la distribution sont plus nombreux et soutiennent la croissance de classe moyenne. L'Afrique est donc et sera une opportunité pour les entreprises européennes. Par exemple, l'entreprise française Orange affirmait en juillet 2015 avoir dépassé en Afrique 100 millions de clients sur un total des 240 millions de clients du groupe. Le groupe affirme qu'en termes de bénéfices, le taux de marge en Afrique est très largement supérieur à la moyenne. Selon Orange, il y a en Afrique une opportunité de croissance qui n'existe plus en Europe. L'Afrique est une opportunité de croissance unique au monde, de par la démographie et le décollage économique, affirmait la même compagnie Orange. La question de la vitalité des entreprises en Europe, donc du chômage en Europe, trouve sa réponse en Afrique. Autre point à relever, l'Europe et l'Afrique ont des défis communs à relever. La question de l'immigration vers l'Europe est un défi commun et trouvera aussi sa réponse en Afrique. Les jeunes Africains devraient pouvoir rester en Afrique pour y réaliser leurs rêves. Ils quittent leur village ou leur ville, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que leurs enfants y meurent, parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils ne peuvent plus cultiver la terre en raison de la sécheresse, etc. Il faut que les dirigeants européens et africains pensent ensemble la question de l'immigration et trouvent ensemble les moyens et la manière de faire rester les candidats à l'immigration dans leur pays en les informant des dangers de l'immigration irrégulière. Il est aussi important d'accueillir de manière humaine et digne ceux qui arrivent, en n'oubliant pas les contributions positives des migrants à leur pays d'origine, mais aussi à leur pays d'accueil. Le terrorisme concerne aussi bien l'Europe que l'Afrique. Paris en France est frappé, mais Ouagadougou au Burkina Faso et Grand Bassam en Côte d'Ivoire aussi. Mettons-nous ensemble pour trouver les solutions adéquates à ce problème en fonction des contextes respectifs. Le climat et l'environnement. L'incidence de l'utilisation des énergies fossiles sur le climat est nette, si bien qu'il est question en Europe de faire appel aux énergies renouvelables. L'Afrique a besoin d'énergie pour sa population et pour se développer. Pourquoi ne pas faire ensemble le bon vers des énergies renouvelables, le bon? L'un de nos défis communs est enfin le détournement, à travers les paradis fiscaux, des ressources provenant des industries extractives. Un groupe d'experts dirigé par Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, a révélé que le pillage de ces ressources et les sorties illicites de capitaux ont privé l'Afrique en 2016 de 69 milliards de dollars, soit plus du double de l'aide publique internationale et un montant équivalent à ce qu'il lui faudrait pour faire face à la fois au financement de son secteur énergétique et à celui de son adaptation au changement climatique. Européens et Africains sont interpellés. Troisième point à relever, l'Europe n'est plus seule sur le terrain africain. En Côte d'Ivoire, on l'a vu, la Chine fait partie en 2016 des 5 premiers pays avec lesquels le pays a des échanges commerciaux
selon la Banque africaine de développement. Une étude du cabinet américain McKinsey Africa, signalée par Le Point Afrique en juillet 2017, confirme que la Chine est bien l'un des 5 premiers principaux partenaires de l'Afrique en matière de commerce, d'investissement, d'infrastructures, de financement et d'aide, et que les relations Chine-Afrique se sont accélérées au cours des 10 dernières années avec une croissance des échanges d'environ 20% par an. Selon l'étude, la coopération Chine-Afrique doit cependant relever des défis importants: le faible emploi de gestionnaires africains, la faible prise en compte des questions environnementales, la faible réciprocité en matière d'approvisionnement des entreprises chinoises. La grande vitalité du partenariat de l'Afrique avec la Chine est évidente et séduisante pour les Africains. L'Europe doit en prendre conscience, changer sa manière de coopérer et sa conception du continent africain, sinon elle risque de perdre l'opportunité que représente l'Afrique pour elle. Comment faire ensemble? Comment faire ensemble? Les liens de l'Europe avec l'Afrique sont anciens, importants, mais complexes. Les relations de l'Union européenne avec l'Afrique ne sont pas uniquement commerciales. Leur dimension politique et humaine est importante et c'est ce qui fait leur spécificité. Les liens Europe-Afrique devraient pouvoir être maintenus, voire accrus, dans l'intérêt bien compris des deux parties, sans paternalisme ni préjugés, en laissant les Africains choisir leur propre modèle de développement et de société. Les Européens devraient pouvoir faire preuve de plus de flexibilité et de moins de fébrilité, les Africains de plus de rigueur, de discipline, de réalisme et d'audace. Ce sont les Africains eux-mêmes qui, décomplexés, doivent penser leur avenir en tenant compte de leur culture. Pour ce qui concerne les questions africaines, les décisions devraient être prises en Afrique, sur le terrain, et non à partir de l'Europe. Bien souvent, de beaux projets sont élaborés pour l'Afrique en Europe, et leur mise en œuvre est pilotée à partir de l'Europe par des personnes qui, bien souvent, ne connaissent pas l'Afrique et ses réalités, d'où leur échec. Mesdames et messieurs, je terminerai mon propos en évoquant Léopold Sédar Senghor. Dans son discours à l'Université de Vienne, en 1975, il a terminé en disant aux Européens, je le cite, « Il nous faut conclure en disant brièvement ce que veut l'Afrique. Un nouvel ordre économique sans doute, mais aussi l'arrêt du désert qui avance, le reboisement de ses terres, l'enrichissement de ses sols et la formation de ses hommes. Or, aucun élément de cet éventail d'objectifs n'est réaliste sans l'intervention de techniques scientifiques éprouvées dont vous détenez le secret, en attendant de nous le transférer, encouragés que vous êtes par notre vigueur physique, notre soif intellectuelle, notre solidité morale, notre sens artistique. Pour le moment, en dehors de nos richesses naturelles reconnues, nous ne disposons que d'immenses potentialités que nous vous invitons à inventorier et à exploiter avec nous dans l'intérêt bien compris de nos deux continents, mais aussi de l'humanité tout entière. Mon appel à une coopération qui dépasserait la communauté économique européenne et l'Afrique noire ne date pas d'aujourd'hui. C'est toute l'Europe et toute l'Afrique qui devraient s'unir de nouveau autour de la Méditerranée pour donner l'exemple d'une coopération interrégionale. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire mienne cette conclusion. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Houphouët-Boigny. Ça marche? Merci de nous rejoindre. Un exposé dense, nourri de chiffres. La population de
de l'Afrique va doubler d'ici à 2050, quadrupler d'ici à 2100. Dans le même temps, l'Europe va vieillir, va perdre de la population. Vous avez insisté sur la question migratoire, sur la nécessité de trouver des solutions communes. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui? Madame Loiseau, ce matin, a rappelé que des Africains, des immigrants, risquaient leur vie pour gagner l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes Africains restent chez eux? Pour moi, il y a deux choses. On a parlé de la pauvreté, on a parlé de l'éducation, etc. Mais s'il y a une chose à faire tout de suite, concrète, c'est d'arrêter de nous montrer des images d'une Europe merveilleuse. Nous avons... Les jeunes Africains ont à longueur de journée, à la télévision, l'image d'une Europe fantastique. Tout est facile, tout est beau, tout est bien, etc. Il y a du soleil tout le temps. Et en fait, ils n'ont pas conscience de la réalité. Donc, c'est déjà la première chose à faire. Vous avez, vous, tout ce qu'il faut en matière de communication. Pourquoi ne pas informer de manière correcte les Africains, leur montrer les drames que vivent les personnes qui traversent la Méditerranée? Pourquoi ne pas leur montrer les conditions dans lesquelles ces personnes vivent ici? Pourquoi ne pas développer une communication agressive sur cette question? Parce que je suis persuadée que l'image de l'Europe qu'ont les jeunes qui sont en Afrique n'est pas bonne, n'est pas la vraie image. Et l'image de ceux qui arrivent n'est pas diffusée correctement, de ceux qui meurent en Méditerranée, de ceux qui arrivent, qui souffrent, etc., n'est pas diffusée correctement, à mon avis. Est-ce que l'Europe doit continuer à sous-traiter une partie de ce dossier comme elle le fait aujourd'hui en Libye? Non. Non, moi je pense qu'il faut que les Africains et les Européens s'asseyent ensemble et pour en parler, parce que c'est un drame. Hier, dans Paris, la circulation était bloquée parce qu'il y avait des manifestations. Les Africains qui manifestaient parce qu'il a été annoncé que des Africains étaient vendus comme esclaves en Libye. Voilà. Et donc, c'est un drame pour nous. Et les Africains qui vivent à Paris en ont été bouleversés, ils ont marché, etc. Donc, le problème doit être résolu dans les pays africains. Il faut que nous travaillions à faire rester nos jeunes en Afrique. Ils y seront plus heureux. C'est sûr. Monseigneur Gralet, je vais vous demander, vous avez insisté sur la nécessité de donner un visage à l'Europe, vous avez insisté sur la question de la vision. Comment est-ce que vous entendez ce qui vient d'être dit sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée? C'est vrai, avant de connaître l'Afrique, j'ai rencontré des Africains. Et ça changeait tout, ou du moins ça enrichissait immédiatement une vision complète. Dès mes études, j'ai étudié avec des confrères africains. Je suis d'une congrégation internationale, les franciscains. Nous sommes présents chez vous, j'ai visité votre beau pays et j'y ai rencontré plus d'Africains, bien sûr, que quelques anciens qui étaient missionnaires chez vous. Et puis après, ils m'ont fait rentrer dans les familles. Et je sens bien que le contact personnel est essentiel. Et je l'avais vu, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, dans la rencontre des jeunes Européens, dans des rassemblements, que ce soit les scouts ou bien les jeunes de Thésée. Mais il me semble que nous avons, à travers nos universités, l'accueil des étudiants déjà, pouvoir inviter les étudiants africains qui viennent chez nous, pouvoir faire les voyages, pas seulement des safaris au Kenya, mais vraiment des rencontres humanitaires. Et vraiment, c'est merveilleux. Et je pense que ce contact-là, il donne du sens, de la dimension. Et il donne une affection fraternelle. La relation est dans les deux sens. L'Europe a été missionnaire, mais on voit aujourd'hui aussi de plus en plus de prêtres africains qu'on retrouve dans des paroisses françaises, par exemple. Oui, l'évêque que j'étais dans ce grand diocèse de Strasbourg accueillait des prêtres africains pour deux raisons. D'une part, et essentiellement à cause de la faculté de théologie, donc des prêtres venus de tous les pays africains.
Et puis, du coup, à travers eux, je rencontrais beaucoup de leurs amis des pays d'où ils venaient. Et puis aussi, un certain nombre nous rendent service dans nos paroisses. Question sur l'Europe. D'abord, Monseigneur Gralet, vous appartenez à une génération qui a grandi dans les... Plus fort, oui. Oui, vous appartenez à une génération qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale. Oui. Au sein de l'Église, il y a un discours qui est très européen. Mais quand on regarde aujourd'hui au plus près, dans les paroisses, on a un discours aussi qui apparaît aujourd'hui contre l'Europe. Comment est-ce que vous analysez cette montée de l'euroscepticisme, y compris chez les jeunes chrétiens? Oui. Alors, je redoutais cette question, et je l'attendais, bien sûr. Je redoutais cette question parce qu'il n'est jamais très facile de parler longuement de l'euroscepticisme. On aurait envie de parler d'autre chose. Et je redoutais aussi parce que mon expérience au service des chrétiens d'Alsace était une expérience profondément europhile. Parce que les Alsaciens ont tellement souffert d'avoir été ballottés, leur identité alsacienne avant 70, puis allemande, puis française en 18, puis de nouveau allemande de 39 à 45, c'était terrible. Et donc, ils ont poussé un cri de soulagement. Ils ont été des acteurs vraiment extrêmement convaincus pour construire l'Europe. Et je suis heureux que Strasbourg ait été choisi comme un des lieux d'Europe. Mais c'est vrai, je reconnais que votre question, elle est réelle. Il me semble qu'il y a peut-être dans la jeune génération, alors qu'on reconnaît tous les bienfaits d'Erasmus, il y a quand même un manque de mémoire d'Europe. Et je pense que la crise, on pourrait dire la crise d'affect que subit l'Europe dans le cœur des gens. Mais c'est comme si les Européens que nous sommes, nous faisions notre crise d'adolescence. On a grandi dans la sécurité et dans la paix, on y a trouvé énormément d'avantages et on oublie le prix de ces avantages et on oublie toutes les difficultés qu'on connaissait avant l'Union européenne. Et je pense qu'il y a une ingratitude adolescente. Merci. Madame Oufouet-de-Boigny, est-ce que l'Union européenne peut être un modèle ou peut être un modèle justement pour les jeunes générations africaines en termes de construction politique? Vous avez insisté tout à l'heure sur la montée des échanges économiques avec la Chine. Est-ce que l'Europe peut être un contre-modèle d'une certaine manière par rapport à la Chine? La coopération de l'Afrique avec l'Union européenne, à mon avis, est exemplaire. Il n'y a pas que la dimension commerciale. Il y a toute une dimension politique, une dimension humaine, etc., qui est très importante. Et justement, il faut que l'Europe reste dans ce contexte. On a de la coopération avec d'autres pays que je ne citerai pas, mais c'est une coopération purement commerciale. Je gagne, tu gagnes, point. Et ce qui se passe autour, on ne s'en occupe pas, y compris de l'environnement. Donc, je pense qu'il faut que nous continuions sur cette voie-là. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que l'Europe et l'Afrique continuent de cheminer ensemble et que l'Europe soit moins fébrile. Il y a un travail commun à mener sur le climat, par exemple? Ah, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Sur le climat, on sait que la dégradation du climat vient de votre développement. Vous avez produit, etc., mais vous avez pollué, etc. Donc, il faudrait que nous marchions ensemble, comme je le disais tout à l'heure, pour nous éviter de faire les mêmes erreurs. Vous avez pas mal développé, vous, des techniques, etc. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup cherché sur les énergies renouvelables. Et puis, nous pouvons commencer par les énergies renouvelables au lieu de passer par tout un système qui a pollué, les énergies fossiles, etc. Merci. Je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Oui. Beaucoup de questions à Monseigneur Gralet, avec une assistance qui souscrit tout à fait à vos propos, mais qu'on trouve peut-être un peu trop généraux, un peu trop généreux. Je veux dire par là qu'il souhaiterait que les propos... Je suis ici, je suis derrière vous, là. Les propos qui sont tenus ne sont pas suffisamment concrets. On aimerait savoir si la Comessée était à même de prendre des positions claires sur des questions telles que l'abandon de l'arme atomique, recommandé par le pape, sur les problèmes de société tels que la GPA ou la PMA,
sur les relations que nous devons avoir avec l'islam, donc des choses assez concrètes. On aimerait savoir comment la Comessé et ses travaux peuvent être connus des chrétiens non pratiquants. Déjà des chrétiens pratiquants, mais au-delà de ça. Et si je voulais synthétiser les questions de la salle, il y a une suggestion qui est faite, qui consiste à dire que la Comessé pourrait être un architecte quasi politique d'un écuménisme des chrétiens d'Europe et participer ainsi concrètement à la construction européenne par un vivant écuménisme missionnaire à visage humain. Merci. Alors, plusieurs questions. Donc, d'abord, on salue vos propos généreux, mais peut-être un peu généraux. Et on se demande si la Comessé ne pourrait pas d'abord prendre des positions concrètes sur un certain nombre de questions, peut-être difficiles, hein, comme la GPA ou la PMA, mais aussi être l'architecte politique des chrétiens d'Europe. Alors, j'assume d'avoir eu des propos généreux et je reconnais que les propos étaient assez généraux. Pourquoi? Parce que je me sentais débiteur de la parole du pape que je devais vous dire à travers ce congrès de Rome. Et naturellement, il est assez général, mais ça nous renvoie à nos engagements particuliers dans tous les États membres. Voilà, là ce que je peux déjà dire sur les questions singulières, effectivement, ce n'est pas nous les évêques à travers deux brèves sessions par an qui pouvons travailler des dossiers de façon extrêmement suivie. Mais nous avons des techniciens, des chercheurs qui nous sont associés et qui nous permettent d'éclairer. En fait, notre ambition de la Comessé n'est pas de faire stricto sensu un lobbying auprès des instances européennes, mais au moins d'alerter les épiscopats, d'une part, des grands enjeux européens, et d'autre part, quand même, de faire entendre la voix de l'Europe sur un certain nombre de sujets. Alors c'est vrai que par exemple sur la GPA, je n'ai pas vu de grandes paroles ces derniers temps, sujets qui nous préoccupent actuellement en France. Je sais par exemple sur la liberté religieuse, c'était très important. Ou bien sur le souci des migrations. Je pense aussi au travail que Sant'Egidio avec les couloirs humanitaires a fait. Il n'était pas sans signification que de façon extrêmement pratique, on aille rencontrer les gens de Sant'Egidio lors de notre congrès de Rome. Merci. D'autres questions ? Oui, d'autres questions sont adressées à Madame Fouet-Boigny. Elle concerne notamment le regard qu'elle porte sur les institutions européennes, si elle a des suggestions d'amélioration, de choses qui pourraient évoluer concernant les institutions européennes. Aussi, quel regard elle porte sur l'attitude de l'Europe par rapport à la politique migratoire. Et puis, beaucoup de questions également qui concernent les projets de développement entre l'Europe et l'Afrique. Lesquels faudrait-il privilégier ? Oui, alors, le regard sur les institutions européennes, quel regard portez-vous sur ces institutions européennes ? Votre position par rapport aux politiques migratoires aujourd'hui qui sont celles de l'Union européenne ? Je parlerai d'abord de la coopération. Nous avons en Afrique deux types de coopération, je l'ai dit, la coopération bilatérale et la coopération multilatérale avec l'Europe. La coopération bilatérale marche bien. La coopération française, la coopération espagnole, la coopération allemande. Nous avons des exemples concrets sur le terrain, nous pouvons voir ce qui a été fait, etc. La coopération avec l'Europe est beaucoup plus vague. On la voit moins sur le terrain. Voilà. Et l'Europe, je pense, en tant qu'institution, devait aller davantage plus près des gens, plus près des villages. Nous la voyons un peu trop de loin. Donner un visage à la coopération européenne. Donner un visage à la coopération européenne. Bon. Ensuite, vous avez parlé de l'immigration. Il y a eu cette année, l'année dernière, le sommet de la Valette pour parler des questions migratoires.
parce que les Européens et les Africains ont dit qu'il fallait... Les Africains sont restés longtemps silencieux. Et les Européens et les Africains, vu l'ampleur du phénomène et les dégâts, ont décidé maintenant de résoudre le problème ensemble. Voyez? Et s'il y a une aide à apporter, il faut l'apporter en Afrique. Par exemple, essayer d'étudier, de comprendre pourquoi ils partent et quels sont les réseaux, parce qu'il y a quand même des réseaux mafieux qui vont appâter les jeunes, etc., dans les villes, dans les villages, moyennant finance, et puis qui les font venir en Europe. Donc il faut non seulement une assistance, je pense, policière ou autre, mais aussi de l'information pour ces jeunes et les familles, mais aussi éduquer, soigner et travailler sur place pour que les jeunes aient envie de rester. Je ne pense pas qu'ils quittent l'Afrique de gaieté de cœur, j'en suis persuadée. Sur les institutions européennes, sur le fonctionnement, vous... Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Trop de papier, trop de bureaucratie. Trop de... Merci. D'autres questions? Oui, on aimerait savoir, au plan de la Comessé, les rencontres que vous avez entre évêques qui mettent en valeur des cultures chrétiennes différentes. Qu'est-ce que ça donne comme idée de l'Europe et les difficultés à la mettre en œuvre? Les cultures chrétiennes différentes, oui, au sein de l'Europe? J'ai été bref pour parler de notre différence de perception sur l'immigration. Je vais être plus clair. J'appartiens à une congrégation qui a été présente dans les Balkans depuis le XIIIe siècle. Quand l'Empire ottoman est venu dans les Balkans, il n'y avait plus de paroisses chrétiennes, par exemple, dans les territoires de l'ex-Yougoslavie. Les franciscains ont enlevé leur habit, ils sont habillés à la turque, ils ont peut-être porté moustache, je ne sais pas s'ils ont mis le poignard dans le pantalon bouffant, je ne sais pas, mais voilà, ils sont restés dans la population. Et vous savez comment en Croatie on appelle les franciscains? Eh bien, la maman disait à l'enfant, du temps des Turcs, de l'occupation ottomane, et donc à dominante non chrétienne, la maman disait à l'enfant, quand le Turc viendra dans la maison et qu'elle demandera qui est ce monsieur, tu diras c'est le tonton. Et c'est le surnom qu'ont gardé les franciscains là-bas. Alors je l'ai appris en allant précisément rencontrer des confrères. Cela voulait dire qu'il y a dans ces pays des Balkans une expérience douloureuse de la confrontation des peuples et des religions. Et on ne peut pas être irénique dans le dialogue interreligieux, si on ne prend pas en compte cela, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a des expériences douloureuses qui marquent encore les situations. Et j'ai apprécié que frère Aloïs, hier soir, dise précisément dans les rencontres de Thésée, on entend des gens dans les pays de l'Est qui nous disent leurs blessures. Certes, on voudrait avancer un peu dans les arguments qu'ils développent, mais il faut prendre du temps, il faut laisser du temps. Ce sont des réalités comme cela que nous avons à vivre en Europe. Et ça peut expliquer un peu les inquiétudes qui sont ancrées dans l'histoire personnelle des gens. Et là, je ne vous fais pas des propos généraux. Madame Houphouët-Boigny, est-ce que ce dialogue interreligieux, ce n'est pas un défi commun finalement à l'Europe et à l'Afrique aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe par exemple en Afrique subsaharienne? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le dialogue interreligieux est très très important. Nous avons vécu pendant longtemps en bonne intelligence. Bon, en Afrique, il faut savoir, en tout cas dans mon pays, les religions traditionnelles africaines sont les plus importantes. On a eu des chrétiens, des musulmans, etc. Nous avons vécu en bonne intelligence, mais depuis quelque temps quand même, je vous ai parlé des difficultés qu'il y a. Et le dialogue interreligieux est important. Et à la faveur donc des difficultés politiques que nous avons connues pendant 10 ans, les chrétiens et les musulmans ont pris conscience du fait qu'il faut ensemble se mettre ensemble pour résoudre certains problèmes. Donc on a maintenant les religieux catholiques et musulmans et autres religions se sont mis ensemble pour le forum du dialogue interreligieux, pour parler ensemble, pour montrer aux populations que nous parlons ensemble. Donc vous pouvez parler ensemble. Merci. Une autre question? Oui, il y a d'autres questions pour Madame Houphouët-Boigny.
qui concerne en fait les valeurs et les qualités humaines, du genre quelles sont les qualités humaines qui seraient nécessaires pour améliorer la coopération entre l'Europe et l'Afrique, ou bien quelles sont les valeurs qui sont source d'inspiration pour l'Afrique, les valeurs européennes, source d'inspiration pour l'Afrique. Quelles sont les valeurs européennes aujourd'hui qui sont source d'inspiration pour l'Afrique? Je les ai évoquées, hein, c'est votre rigueur, votre discipline. Bon, nous, Africains, nous n'avons pas la même notion du temps que vous. Et je pense que nous devrions voir un peu comment vous fonctionnez dans le temps. Bon, notre retard vient aussi un peu de cela. Donc pour nous, c'est ça, c'est la rigueur, la discipline. Et puis, c'est ça, c'est la rigueur et la discipline. Et puis pas de passe-droit, pas de... assez rigoureux, objectif dans les décisions qu'on prend. Merci. Discipline du temps, je crois que c'est justement, c'était la dernière question, il me semble. Merci à Madame Houphouët-Boigny d'avoir apporté ce regard sur l'Europe. Merci à Monseigneur Gralet également.